Cette année avec Mathieu Strazel, moi que j'ai beaucoup commenté, qui fait une saison exceptionnelle, mais qui a eu des comportements pas normaux, où il s'est perdu, ça lui a coûté cher, ça a failli coûter un titre à Monaco, avec Steph, qui est à la création de First Team, avec Stephen Brun. Les fins de match, on lui disait, gros, tu déconnes, tu pars en couille. À la Leaders Cup, on lui dit, tu déconnes, t'en fais trop, t'as pas besoin de ça. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pour la Culture, le podcast. Je suis votre host, Moon, accompagné de mon co-host, Charles. Mr. Charles, fraîchement NBA Champions, tu vois, j'ai mis mon petit swingman aujourd'hui. Après tant d'attente, on peut un peu se la raconter, Après ça fait 53 plaisir. ans, ouais, c'est vrai. Incroyable. Bon, j'ai pas attendu aussi longtemps, mais on a attendu quand même. Et aujourd'hui, on est avec un des meilleurs journalistes sportifs basket ici en France. On est avec Erwan Aboutraitre avec nous. Comment tu vas? Ça va très bien les gars et vous? Je suis très content de votre invitation, merci. Ça va, merci. Bah écoute, ça nous touche. Ça nous fait vraiment plaisir que tu sois là aujourd'hui avec Pour la Culture. Comme j'ai dit, tu es journaliste sportif, tu as ta propre émission First Team où tu parles, tu décortiques un peu à ta manière, qui est assez freestyle naturel, comme j'aime bien, l'actualité basket, où tu peux commenter des matchs, etc. Tu as même ton émission où vous parlez aussi de foot, etc. Offense, voilà. Donc, oui, nous, c'est un plaisir de t'avoir ici. Mais on va pouvoir revenir sur le lancement de ta carrière de journaliste, le avant, le pendant, le après, je sais pas. Une bonne question. Il se rapproche de plus en plus. Moi, j'ai encore un peu de marge, mais Ouais. on vieillit. Mais avant ça, j'aimerais parler du début. Comment est-ce que toi, tu as commencé à tomber amoureux du basket? C'est une bonne question. Moi, je suis issu d'un milieu de footballeur. J'ai grandi, je suis né à Brest, mais j'ai grandi à Marseille. Je suis arrivé très tôt là-bas à l'âge d'1 an et demi. Et en fait, mon père, mes oncles, mes cousins, tout le monde joue au foot. Donc, je suis un supporter de l'OM. Et parce qu'il n'y a qu'un seul Olympique, tu le sais, comme toi qui es lyonnais. En France. Waouh! Comment il t'attaque d'un coup là, bim! Attends, ils ont fini au classement, je me souviens. Devant vous, cette année. Si. Okay. Beau supporter en tout cas. Wow, et du coup, je joue au foot et c'est vrai que j'étais grand déjà. Je fais 1m96 aujourd'hui, mais j'étais plus grand que tout le monde. Et c'est vrai qu'au foot, déjà l'environnement du foot, c'est toujours particulier. À Marseille, je t'en parle même pas. Ouais, c'est clair. Toujours un peu violent. Et c'était toujours mets la tête parce que t'es grand. Et moi, c'est pas ce que j'avais spécialement envie de faire. Et finalement, mon père m'a fait regarder des matchs de basket à la télé, français à l'époque. Je vous passe de ça, vraiment, c'est à l'ancienne. Je ne vais pas trop faire le... Ton père, lui, était fan de basket? Non, mon père est fan de sport. Mon père, moi, il m'a fait regarder tous les sports de la planète. Okay. Donc, et vu qu'il a vu que le foot, c'était pas trop ça, il a dit... Si, c'était pas trop mal. Si, je ne te permets pas. C'était pas trop un attaquant qui frappait fort, qui a un petit sens du jeu. Mais bon, oui, j'aurais pas fait carrière, c'est sûr. Mais du coup, c'est le déclic, c'est quand j'arrête le jeu au foot, justement... Je n'ai pas de sport sur lequel m'inscrire. Ce qui est très important dans notre famille, c'est qu'il faut faire du sport à côté de l'école. Et c'est l'été, là, je remonte en famille à Brest. Et il y a le fameux tournoi des As à l'époque. C'était l'Étendard de Brest en Pro B qui organisait ça. Il y avait Pau. Et mon parrain, il faisait la sono. Okay. Et donc, j'y vais. Et je suis bord terrain. Ouais. Et je vois Pau avec Antoine Rigaudot, Georges Mourzane et tout. Et je suis émerveillé. Je suis émerveillé. Je vois des mecs mettre des grands filoches à 3 points, ça va vite. Les mecs sont élégants, ça dribble bien. Bon, j'arriverai jamais à l'être, moi. Mais en tout cas, je trouve ça fascinant. C'est complètement différent du foot. Et je trouve qu'il y a une esthétique, une adresse. Et tout de suite, ça me plaît. Et en fait, quand je rentre à Marseille, pour la rentrée, je m'inscris dans un club de basket parce qu'il y avait un mec dans ma classe qui jouait dans un club. Je lui dis, écoute, j'ai envie d'essayer. Je crois que je peux venir. Il me fait, je sais pas, on est plein. Il a dit à son coach, j'ai un mec en 3e, il fait 1m92. Il a dit, vas-y, ramène-le. Donc voilà, j'ai commencé comme ça. Ok. C'était en quelle année, ça, pour mettre les choses un peu en perspective? 96. Ok. 1996. Et je signe à l'USPEG, donc à Marseille. Okay. Ok. Après ça, du coup, tu rentres en centre de formation à Biarritz. Okay. Alors, pour l'histoire aussi, c'est que donc, je fais 2 ans à Marseille. Et donc, je fais plutôt 2 très, très bonnes saisons. On est champion départemental la première année. Je fais Cadet Région l'année d'après, où on joue contre des darons. Tu sais, Cadet Région, à l'époque, tu avais 3 années. Donc, moi, j'étais première année. Et on joue beaucoup contre des mecs qui avaient 2 ans de plus que nous. Et je m'en sors très, très bien. Donc, et là, je vais faire des essais à Brest, de nouveau, à l'Étendard de Brest. Et je vais faire des essais à Pau. Et à Pau, je fais des essais qui se passent très, très bien. C'était Claude Bergeau qui me fait les tests. Il me dit, écoute, c'est bien, voilà, tu as beaucoup de choses à travailler encore quand même, parce que je n'étais évidemment pas éduqué sur la culture basket.
Mais j'avais l'envie, je sautais partout, tu vois, la grinta, quoi. Il me dit, écoute, moi, je peux pas te faire jouer en Cadet France. Si tu viens, tu fais une année en Cadet Région et après, on verra pour les Cadets France. Il y a du monde en Cadet France. Je fais, comment ça? Je quitte Marseille pour en Cadet Région, pour aller en Cadet Région à Pau. Je ne me rendais pas compte, en fait, des enjeux une fois, mais il y a du monde chez les Cadets France. Et c'était notamment Florent Pietrus qui passait en espoir, mais Michael Pietrus qui arrivait lui aussi. Michael Pietrus, avec qui je suis toujours pote. Donc, il me dit, si tu veux pas jouer en région, j'ai un plan. On a créé une antenne cette année-là à Biarritz, qui fait Cadet France 2e division. Et ben voilà, j'ai dit, ben voilà, je vais à Biarritz en Cadet France, quitte à partir de Marseille. Je veux jouer en Cadet France. Donc, me voilà arrivé chez les surfeurs à Biarritz pour jouer au basket. Et toi, tu avais l'aspiration d'être pro À cette époque-là? Ouais. À cette époque-là, je vais être pro, je joue en équipe de France. La voie, elle est toute tracée. Je fais 2 ans de basket, je me retrouve en centre de formation. En fait, tu sais, quand tu as 15 ans, tu es plein de rêves. Toi qui as un podcast qui s'appelle Les Rêveurs, c'est pas toi qui vas me dire le contraire. Pour moi, ça va trop vite. Je me dis, en fait, le foot, c'est pas pour moi, ou pas assez en tout cas, mais le basket, ça y est, en 2 ans, ça va aussi vite. C'est bon, je vais finir en équipe de France. Je vais être pro, ça va être mon métier. Ce qui est, je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose à ça. Non, sur le parcours, non. Mais tu sais, ce qui est assez étonnant par rapport à aujourd'hui, c'est que les jeunes qui font du basket en centre de formation, qui ont 15, 16, 17 ans, tu vois, eux, ils ont beaucoup plus la facilité à voir la NBA, tu vois, à voir l'autre Atlantique, plutôt que dire, ouais, je vais être pro ou rester en France, tu vois. À l'époque, je pense que c'était beaucoup plus quelque chose où les jeunes joueurs se disaient, ouais, je vais être pro et rester en France. Tu vois. Ah oui, j'ai pas rêvé de NBA, ouais. Ah non, alors on avait des cassettes. Puis, moi, je parle vraiment comme un rien, mais bon, c'est le jeu. On avait des cassettes, les premiers All-Star Games, tout ça à regarder. Quand on avait un match, on regardait 25 fois parce qu'on en avait qu'un enregistré. Mais non, moi, je voulais être pro en France. Tu vois, je me rêvais pas jouer à NBA. Tu vois, c'était... Après, je pense aussi c'est parce qu'il y avait moins d'avenues que maintenant. Tu vois, maintenant, tu as la NCAA. T'as OT, même Overtime Elite, t'as des mecs qui partent en high school très jeunes, 13 ans, ils sont déjà aux States. Je pense qu'à ton époque, c'était pas du tout le cas. Ben moi, je fais partie de la génération 82 où il y avait certains mecs qui commençaient à aller à la fac. Aller en high school, aller dans les JUCO, dans les prep schools, tout ça. Mais c'est vrai que moi, j'avais pas trop ce... Après, j'arrive de Marseille, il y a personne qui connaît le milieu du basket pour moi, donc j'ai pas vraiment eu cette occasion-là. Je regrette énormément de pas m'être fait un petit kiff de 1 an ou 2 aux States. J'aurais adoré. Déjà, pour mieux parler anglais que ce que je fais maintenant. Oh, non, c'est correct, c'est correct. Ouais, pour mieux parler anglais, tu me dis c'est correct. Moi, j'aurais voulu que ça soit fluide. Mais fluent, comme on dit. Mais voilà, non, moi, je me rêvais pro en France. Et voilà, quoi. Mais bon, après, l'histoire va être différente. Mais c'était la motivation, tu vois. En plus, quand j'arrive à Biarritz, ça se passe archi bien là aussi, quoi. Du coup, tu n'as pas fini professionnel à proprement parler. Toi, tu n'aimes pas te dire que tu es professionnel, on va dire que... Bah non, quand tu côtoies les gens que je côtoie, les amis avec qui je suis, je vais pas dire que je suis professionnel. Thomas Laroukis est professionnel, a été professionnel, Stephen Brun a été professionnel, voilà, tous mes amis, Andrew Albici, voilà, ça c'est des professionnels. Donc moi, j'ai joué un petit peu en Pro B, j'avais un contrat aspirant pro avec Brest, donc où je faisais le espoir et je faisais le banc des pros. Voilà où s'est arrêté mon rapport au professionnalisme de manière officielle. Après, quand tu joues en N1, N2, bah oui, tu es payé pour jouer. Ça reste le même principe, mais j'aime bien quand même mettre cette nuance-là. Toi, tu as joué à Malakoff, du coup. J'ai fini à Malakoff. Et c'est là où tu as rencontré Thomas. Ouais. Raconte-moi un peu comment vous vous êtes rencontrés tous les deux et comment vous avez eu l'idée de lancer First Team. En fait, on joue dans la même équipe, donc déjà la rencontre, elle se fait comme ça. Lui, il a arrêté depuis 1 an ou 2, donc il est non muté, il vient. Et moi, j'étais à Nantes, à Saint-Nazaire à l'époque, et je viens à Paris justement pour être journaliste, parce que c'est là que ça se passe. Et j'arrive dans l'équipe, mais bon, moi j'ai 28 ans, je sais déjà que je veux être journaliste, j'ai déjà un projet professionnel en tête, flou, mais je sais que je veux être journaliste. Je suis à des années-lumière d'imaginer First Team, et Thomas, il a 20 ans. Ouais. Il a des diamants à la Puff Daddy dans les... je vais pas dire la Puff Daddy, il a des diamants dans les oreilles. Il a des diamants dans les oreilles. Il a des diamants dans les oreilles. À cette époque-là, Puff Daddy, c'était encore... Oui, à cette époque-là, mais bon, voilà. Bref, tu vois, il a 20 piges, il rentre à la fac, et puis c'est Thomas, quoi. Le smile, beau gosse, facile, donc en fait, on est un peu aux antipodes, tous les deux. Puis finalement, c'est sur le terrain qu'on va se rapprocher, parce que moi, c'est toujours un joueur, comme je le dis tout le temps dans les émissions, qui a un vrai QI basket, très éduqué, donc j'aimais beaucoup jouer avec lui, et on va devenir potes comme ça, et moi, je crois que c'est la 2e année où je lance le podcast qui s'appelait Are You Kidding Me? Donc là, je me fais un blog, tout ça, les trucs codés à moitié, tout ça. Et puis lui, j'achète du matos avec mon Mac et 2 micros, et on fait l'un des premiers podcasts de France là-dessus. Je ne sais pas si on est les premiers, mais un des premiers en tout cas.
Et Thomas, je le trouve très vite bon et pertinent parce que dans le quart, je me dis avec qui je peux faire ça. Et dans le quart de Malakoff, mon gars, ça débattait, mais il y avait trop des fous furieux, tu vois. Et finalement, c'est à l'époque le petit mec de 20 piges qui était mon petit. C'est plus du tout le cas, évidemment. Mais je dis, mais lui, il est doué, il est pertinent, il connaît bien le jeu. Il y avait Arthur aussi qui fait les émissions, qui était dans qui était dans ce quart-là. Mais c'est avec Thomas au début à qui je vais proposer le projet. Ouais. Tu sais, je rejoins un peu ce que tu dis. Enfin, j'arrive à relate un peu à ce que tu dis, tu sais, les débats dans le quart. Comme je t'avais dit, moi, avant, tu sais, je joue en N3 et du coup, c'est... Je sais pas si les gens le savent ou se rendent compte, mais c'est beaucoup de... Quand tu joues à l'extérieur, du coup, beaucoup dans le quart, en fait. Beaucoup de trajets dans le quart. Et c'est à ce moment-là où tu peux avoir des débats, etc., sur le basket. Et c'est quelque chose que moi aussi, tu vois, j'ai pu connaître, tu sais, des débats, mais par rapport à un match de la veille, ou etc., et qui mènent à des débats, en fait... Ça digresse. Fin, tu vois. Les discussions de cartes digressent énormément. Tu pars du match de la veille et tu finis avec un All-Star Game 2001 ou qui aurait dû gagner le concours de dunk. Voilà, tu digresses beaucoup. Mais c'est ça. En fait, c'est venu là, l'idée. Hein. Moi, je me suis dit, attends, moi, je consomme beaucoup médiatiquement de basket. Et en fait, ce qui me passionne le plus, c'est les discussions dans le quart. Pourquoi ne pas amener cette idée-là à l'antenne? C'est ça, ouais. Ouais. Mais là, tu vois, tu parles de ça, on était en quelle année? Parce que mine de rien, ce que tu décris, c'est un peu les prémices de ce qui est First Team aujourd'hui. Malakoff, c'est 2009. Okay. J'arrive en 2009 à Paris, moi. Donc voilà, Malakoff, c'est 2009. Et on lance Are You Kidding Me, qui ne va pas durer très longtemps, qui va vite basculer en Hoopcast au bout de 6 ou 7 mois. Mais qui va mais ouais, c'est ça, c'est 2009-2010, quoi, la transition. Septembre 2009, ou septembre 2010, on se lance. Voilà, c'est ça, septembre 2010. Voilà, c'est ça, on se lance à ce moment-là. Okay. Tu as dit quelque chose d'intéressant, c'est qu'en arrivant à Paris, tu avais quand même l'idée de devenir journaliste, mais c'était un peu flou. Comment est-ce que l'idée de devenir journaliste, pour toi, elle est venue? Est-ce que c'est pas quelque chose que tu as toujours voulu faire? Comment est-ce que c'est j'ai toujours très tôt, mon père, encore une fois, il achetait l'équipe, il la lisait, je passais derrière lui, je lisais l'équipe. Tu vois, je regardais tellement de sport à la télé. Mon père regardait tous les week-ends du sport à la télé, les championnats du monde d'athlètes, les championnats d'Europe, du volley, du foot, du basket, évidemment. Il regardait tout, de la boxe. Moi, j'ai le rugby. Mon père me réveillait à 5h du matin, ou 6h plutôt, pour aller voir les test-matchs en Nouvelle-Zélande, tu vois. Okay. Et toi, t'aimais ça ou... Moi, j'adorais. Ok. Moi, j'adorais, tu vois. En plus, c'était un moment délicat. C'était le divorce de mes parents. Donc, en fait, ça me permettait d'avoir une connexion avec mon père, tu vois. Donc, le sport nous a grave rapprochés par rapport à ça. Et grâce à ça, grâce à lui, aujourd'hui, j'ai une culture sportive qui m'a permis d'exister et dans le milieu médiatique sportif. Et ça, tu vois, ça vaut de l'or. Il y a plein de gens qui me disent, mais comment tu connais les facs? Comment tu connais ça? Comment tu connais cette culture-là? En fait, c'est pas du travail. Je l'ai jamais travaillé. En fait, c'est depuis que je suis petit, j'ai été bercé dans ce milieu du sport-là. Et après, j'étais passionné. J'étais pas un élève très studieux. Donc, en fait, pour moi, dès que je sortais, regarder du sport, lire du sport, consommer du sport, raconter les histoires. Tu sais, dans les magazines, avant, il y avait des doubles pages sur les histoires de mecs et tout. Et à l'époque, tu lis une fois, tu l'as retenu, l'histoire. Donc, enfin, voilà, c'est comme ça que c'est arrivé. Super stylé ce qu'il dit, parce que moi, je le ressens, tu vois. Je sais pas si pour toi, je regardais beaucoup First Team, Hoopcast aussi, je te le disais un peu hors antenne. Et je trouve que quand quelqu'un a une vraie culture sportive, qui parle des choses qu'il aime avec passion, ça se ressent tellement à l'écran. Sans donner de nom, tu as des mecs qui le font aussi. Donne des noms. Écoute, moi je peux regarder la caméra sans problème. Non, tu te lances dans ta carrière. Ouais, on va pas se mettre des. On va pas se mettre. Tu n'avais pas des bâtons dans les roues. Mais t'inquiète, on arrive. Et je voulais dire quoi que. Mais en fait, ça se ressent. Tu vois, tu transmets ça, cette culture vraiment sportive où on retrouve chez First Team, tu vois, chez Offense maintenant, ou même avant, vous avez First Team Sport, vous parliez de foot, vous parliez de tout, etc. Et tout. Je trouve que c'est plaisant à écouter, tu vois. Et le fait de savoir qu'en fait, ça devient de ton père, etc., des échanges, moi aussi, je regarde un peu. Et c'est purement kiffant. Hein. C'est toi, tu regardes avec ton père ou Ouais, moi avec mon père à fond. Okay. Mais mon père tout, tu vois, même la Formule 1, etc. Ben oui, la Formule 1. Jusqu'aujourd'hui. Moi, la mort d'Ayrton Senna en live, c'est un de mes premiers. 1er mai 94, c'est un de mes premiers. Tu vois, j'ai 12 ans, je suis dans ma télé, je suis là, je regarde mon père, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, tu vois, en fait, c'est plus que il regarde du sport avec son père, c'est des beaufs. Quoi. Non. Et ça débat avant le match, ça débat à la mi-temps, tu vois, ça débat après le match. Tu vois, c'était pas juste on s'occupe, je te mets devant la télé et ça t'occupe. C'était un événement de regarder du sport avec mon père. On regarde même l'équipe après et tout. On envoie des scuds à Olivier Rioux et tout. Johan Rioux. Johan Rioux. C'est la famille, Johan Rioux. Attention, c'est mon copain.
Personnage. Hein. Big up. Personnage. Personnage. Kiffant. Un personnage que j'ai appris à. C'est un personnage. Tu vois, j'ai confondu Olivier Ménard et Yoann Ryu. J'ai fait un... Pas le même physique. Ah, pas du tout. Sans manquer de respect à l'un ni à l'autre. Moi, c'est quelque chose que je peux plus ou moins relate parce que tu sais, ces trucs du sport à la télé, j'avais vraiment pas trop ça. Mais ce que je regardais, ce que je kiffais, et ça, c'était grâce à mon grand frère, c'était les magazines 5 majeurs. Ça. Tu sais, c'était à peu près quand toi, t'es arrivé sur Paris, tu sais, 2008, 2009, tout ça. Et ça m'a fait un gros bagage de culture NBA, tu vois. C'est des magazines que je lisais et que je relisais et que je relisais. Et je kiffais ça. Et ça m'a vraiment fait tomber amoureux, tu sais, de la NBA, tu vois. Genre, les All-Star Games, les trucs. Tu sais, c'était une époque où, en fait, on n'avait pas beaucoup de NBA, que ce soit sur la télé. Oui, il n'y avait pas encore Bein et tout. Il n'y avait pas encore les réseaux. Il n'y avait pas les réseaux. Il n'y avait pas les réseaux non plus, tu vois. Les réseaux, c'est... Aujourd'hui, tu consommes tellement vite avant, et c'est ce que tu dis, tu as raison. Les magazines, on les lisait 15 fois. Les mêmes histoires. Les matchs, on les regardait 35 fois. On connaissait l'histoire du mec par cœur. Moi, je collectionnais les cartes. Je regardais les parcours des mecs, leurs facs, tout ça. Ça a commencé déjà là, tu vois. Donc, tu avais une consommation qui était complètement différente. Tout ce que tu lisais, tout ce que tu regardais, tu l'intégrais. Ouais. Aujourd'hui, je ne vais pas vous faire savoir comment ça marche les réseaux, mais aujourd'hui, tu regardes un truc, tu es déjà passé à autre chose. Ouais, et ça, pour moi, dans la consommation même de la nouvelle génération sur la culture basket, c'est un peu différent, quoi. Pour revenir sur toi et ton parcours de journaliste, donc tu dis que tu arrives à Paris pour devenir journaliste. Raconte-moi un peu ton parcours en tant que journaliste à tes débuts à Paris. À mes débuts à Paris. Alors, j'arrive, je galère. Hein. Je suis censé faire un stage avec des gens que je ne nommerai pas. C'est un magazine de foot. C'était un magazine de foot qui s'appelait But. Je les nomme, c'est pas grave. Et en fait, je suis censé faire l'été avec eux. Et ils sont censés me prendre en alternance. Et je bosse tout l'été avec eux. Comme vraiment, j'arrive en début juillet. Je fais 2 mois, mais je m'arrache en plus. Ouais. Vraiment, moi, je viens à Paris, je suis motivé, j'ai 28 ans, je m'envoie. Vraiment, je m'envoie. Je passe des coups de fil, je m'invente un réseau, à trouver des mecs, appeler un tel. Vraiment. Et à la fin, en fait, il me dit, ah non, c'est un peu short, on va pas te garder. Ou alors, on te garde jusqu'à Noël, gratuit et tout. Et en fait, j'avais des amis qui bossaient. Je m'étais fait des potes qui bossaient là, ils m'ont dit, mais ils vont te carotte. Ils vont te carotte. Donc, en fait, moi, mon idée d'arriver à Paris, de trouver une alternance et de faire des études, en fait, direct, au bout de 2 mois, c'est fini. Ok. C'est terminé, j'ai plus rien. Je joue à Malakoff, heureusement que j'ai l'appart du club avec un fixe, mais c'est mort, j'ai plus de plan taf. Écoute, après on trouve des solutions, on s'en sort, et puis voilà, puis je passe des coups de fil, je tape aux portes, et puis je me retrouve à faire un autre stage pour quelqu'un. Je sers plus de la bouffe aux gens quand c'est dans un club privé parisien vers les champs, mais je me retrouve plus à servir de la bouffe à des gens, des grands chefs d'entreprise plutôt que à faire journaliste. Non, mais je dois arriver en costard tous les jours. J'ai pas de costard, c'est mon père qui fait 1m76, je fais 1m96, qui m'envoie 2 costumes. Tu imagines la gueule que j'avais en costard. Donc, ça, j'avais pas de chaussures de ville. Je m'achetais. Mon pote, il me dit, mais va là-bas, les magasins sont pas chers. Vas-y, t'as raison. Les chaussures, c'était à 30 balles. Tu imagines des chaussures de ville à 30 € quand tu marches toute la journée. J'avais des crevasses comme ça dans les trucs. Donc là, non, là, c'est une galère terrible. Et après, il y a une bascule, c'est le Disport qui arrive, où là, je commence un peu à faire des choses. Je fais un stage en plus chez Orange. Après, ça commence à se décanter. Mais ouais, la première année, c'est un calvaire. Je vois pas le bout du tunnel. Hein. Je me dis, mais comment je vais y arriver? Ok. À aucun moment, tu t'es dit, je vais abandonner? Non, je vais faire autre chose? Pas maintenant, pas là. Le moment où j'ai failli abandonner, c'est le moment où ça a commencé à prendre avec l'arrivée chez Bein. Mais c'était dur. Puis moi, j'avais déjà 30 ans, quoi. Ok. J'avais déjà 30 ans, donc au bout d'un moment, il y a ce côté un peu, ton frère, il a un bac S avec mention, il est doctorant, tu es là, tu fais, ok, tu joues au basket en N3, tu en as part du club, tu es là, tu as 0 diplôme quasi, tu veux être journaliste, mais ça marche pas. Dur. Ouais. Mais justement, tu sais, il y a ce truc où tu dis que tu voulais faire une alternance, ou c'était un diplôme que tu préparais? J'ai une école de journalisme en alternance, comme ça, tu es payé un peu, tu fais, tu vois, cette espèce de chemin idoine. Tu vois, mais c'était quoi? C'était un BTS ou c'était, je sais pas si c'était pareil à l'époque? Non, je crois que c'était un diplôme de journaliste, un truc simple en 2 ans, une alternance. Tu sais, à la base, le projet était cool, mais... Mais ça n'a pas été. Non. Ok. Et du coup, après, tu arrives à Bein. Ouais. Raconte-moi un peu comment ça se passe, comment tu arrives là-bas. Alors, Bein Sport, à l'époque, j'entends parler, je vois une première interview de Charles Bietri chez Laurent Ruquier. Juste pour te couper, c'était en quelle année, ça?
C'est 2013. 2013, ouais, c'est quand Bean commence se lance. Bean se lance fin 2012. Il y a le lockout, là, vous vous en souvenez. Moi, je rentre à Bean en janvier 2013. D'ailleurs, juste pour faire une petite aparté, le lockout, je pense que c'est une de mes meilleures périodes en tant que fan de basket. Parce que moi, étant de Lyon, j'ai pu voir Tony Parker à Lasvel, Ronny Turiaf à Lasvel. Yann Méni au Havre. Ouais. Nico Batum à Nancy. Ouais, c'était vraiment une de mes meilleures périodes en tant que basketteur. Je referme la parenthèse. Vas-y. Excuse-moi. Et donc j'entends cette interview de Bean et tout. Je me dis, mais là, faut que je trouve un réseau, faut que je trouve quelque chose. Et voilà, il lance NBA Extra. Enfin, je vois qu'NB Extra, il prépare une émission et tout. Je me dis, c'est pour moi. Et à l'époque, on est surveillant avec Thomas. Ok. Oui, c'est un peu les tafs que les clubs vous donnent, ça. Même pas, là, c'est moi qui vais chercher parce que, encore une fois, il faut que je rentre de l'oseille. Faut une 3 à Malakoff, et je les aime, ils le savent, mais je ne prenais pas 2000 €. Donc, il faut que je taffe. Donc, j'ai un mi-temps dans un collège, pas très loin de Bean, d'ailleurs, Lazare Fera. Et en fait, des potes à moi connaissent Rémi Reverchon, qui est à l'époque aux États-Unis, qui revient en France. Pour rentrer chez Beansport. On avait discuté un petit peu l'été d'avant parce que il y avait moyen que j'aille faire un stage chez lui parce qu'il était au State et tout. Ça, c'était pas fait parce que j'avais pas d'oseille, évidemment. Et donc, il cherchait des nouveaux mecs. Donc, Zav avait ramené ses mecs et Rémi voulait ramener un gars à lui. Il me dit, vas-y, il y a peut-être un poste d'assistant d'édition, ça te dit? Je fais direct. Et donc, je viens faire un entretien un mardi soir de décembre, nuit noire, en bas de Bean. Et je monte et Xav me pose 2-3 questions et c'est parti, quoi. Tu te souviens des questions qu'il t'a posées? Ouais, James Harden venait d'être tradé à Houston. Et il me dit, il joue James Harden. Je fais alors James Harden, il joue à OKC, mais là, il me regarde avec des gros yeux. Je me dis, il vient juste d'être tradé à Houston. Je pense que, et d'ailleurs, je lui dis, je pense que du coup, ça va être l'option numéro 1 et tu vas voir, ça va bien se passer. Ah, ok. Tu vois, j'avais fait un peu le flambeur. Tu vois, on se refait pas. Mais c'est les questions qu'il t'a posées en entretien, genre? Ouais. Xav, quoi. C'est du Xavotion, quoi. Mais parce qu'il y a beaucoup d'escrocs. Non, mais Xav, qu'est-ce que tu racontes? Xav, c'est pas un escroc. Non, pas Xav. Mais ce que je veux dire, c'est que dans ce genre de job où tu viens, tu postules, des mecs qui sont vraiment intéressés par la NBA, qui mangent ça comme toi, tu manges la NBA. Après, ils m'ont pas filé un CD. J'étais à la pige pendant les 3 premières semaines. Et je connaissais pas la télé, surtout parce que la NBA, c'était pas le problème. C'est que moi, je ne connaissais pas la télé. Oui, je comprends. Donc, il faut être force de proposition en conf de rédaction. Il faut vite apprendre à monter des choses assez simples, mais il faut vite apprendre à monter pour faire les petits mixés là, que je mettais quand il y avait 3-4 matchs d'affilée. Il fallait mettre une musique, poser une voix, écrire le texte. Ça, c'est devenu mon truc. Et moi, les premiers trucs où ils ont kiffé de fou, c'est que je me mettais sur les tableaux. Les tableaux, je faisais des montages, des titres, tout ça. Ça a été pendant 2 ans, ça a été mon truc. Ça et les mixés. Et je faisais des sujets. Aussi pour le vendredi où c'était un peu plus court. Ça, je me régalais. Récupérer des images et raconter des histoires de mecs. Tu vois, on en revient à ce qu'on a lu à l'époque. Et là, c'est moi qui le faisais, qui racontais les histoires. C'était trop bien. C'était trop bien. Je le sens dans... Tu sais, comment tu le racontes. Et comment tu vois, je le vis un peu, tu vois. Et je peux me douter que vraiment, tu vois, c'est un truc qui... Ah ben là, je te le raconte comme je l'ai vécu. C'était... Puis même humainement, pour moi, c'était un step. Tu vois, quand tu es longtemps dans le tunnel qui fait noir, qu'à un moment donné, tu commences à voir la lumière. Avoir la lumière, ouais. Tu sais, c'est une sensation, c'est une drôle de sensation. Ouais. C'est un bien-être, mon gars, tu te sens léger et tu as l'impression qu'il n'y a rien qui peut t'arrêter. Moi, j'étais qu'assistant d'édition, je gagnais 1 700 € par mois. Mais pour moi, j'ai l'impression de gagner 40 000 €. Ouais, oui, avec vu ce que tu as connu, tu sais, etc. Je te jure. Mais c'était génial, ouais. À Lyon, on dit c'est pète sa mère. Ouais, c'est comme ça qu'on dit. C'est pète sa mère. Et tu sais, c'est quoi que tu retiens le plus de cette expérience aujourd'hui? C'est que j'ai appris, j'ai tout appris à Bean. Ouais. Au niveau de la télé, du journalisme? Ouais, de la télé, du journalisme, du traitement éditorial, des rencontres aussi que j'ai faites. Voilà, et puis ça te permet aussi de dire, tu sais, quand tu arrives que tu n'es pas du métier, on te donne beaucoup de conseils, c'est cool. Mais après, tu vois, au fur et à mesure du temps, il y en a que j'en ai pris, il y en a que je ne voulais pas prendre parce que je voulais me faire... Quand tu commences à connaître le métier, tu as envie de te faire ta propre opinion aussi. Ça, tu veux faire... Ouais, mais moi, je veux plus aller vers là. Je veux plus raconter que donner de l'info. Tu vois, voilà, ou l'inverse selon le sujet. Donc, non, j'ai retenu que ça a été un accélérateur pour moi pour faire ce que j'allais faire après, qui allait être le projet de toute ma vie. Et ils le savent, je leur dis chaque fois que je les croise, mais grand merci à eux, évidemment, et à Rémi Reverchon, qui a cru en moi alors qu'on se connaissait quasiment pas. Du coup, toi, tu es à Bean. Qu'est-ce qui te pousse? Parce que c'est en étant à Bean que tu as cette idée de lancer ton propre truc avec... Juste avant le fameux Are You Kidding Me et Hoopcast, on le lance 3 mois avant et après je rentre chez Bean.
Ok. Donc, c'était en parallèle les 3 premières années où je suis à Bein, j'étais en parallèle avec Loopcast. D'accord. Raconte-moi du coup un peu la fin de Bein Sport et le début de First Team. Après, c'est comme tout, tu sais. T'as beau, tu te dis, ah, ça y est, j'y suis rentré à Bein, c'est une boîte sérieuse, c'est une boîte qui a l'air insolide, on le voit encore. Tu sais, je vais faire toute ma carrière ici, c'est fini. Ouais. Mais après, gros, c'est l'histoire de ma vie. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'avais des envies de commenter, des envies de faire de l'antenne. Ça, tu pouvais pas le faire chez Bein? Pas dans l'immédiat. Ouais. J'y serais arrivé, je pense, c'est sûr, mais pas dans l'immédiat. Et puis, il y a quand même l'explosion de YouTube. Ouais. Et puis, il y a l'opportunité de l'explosion de YouTube. On a quand même avec Thomas, on a quand même quelques garanties, quelques certitudes avec Dailymotion. On se dit, mec, ce qu'on fait, c'est cool. Mec, le temps qu'on a, personne là. Et moi, je voyais avec Bein, qui est très traditionnel, t'as Jacques, mon Jaco, qui est le GOAT des consultants, mais c'est télé, c'est génial. J'ai travaillé sur cette émission, je l'aime comme si c'était encore la mienne. Je me suis dit, mais nous, sur le digital, on peut amener autre chose. Et là, il y a un mec qui va rentrer sur la scène, c'est Wax. Okay. Wax qui nous dit, je lui parle de ce projet-là, vas-y. Nous, on est sur la fin avec Dailymotion et Basket USA, ça se passe très mal. Ok. Et je dis, vas-y, viens, on crée notre truc à Thomas. Il me dit, ouais, non. Je fais, ouais. Et Wax, il me dit, mais moi, je vous présente à Webedia. Ok. Et à l'époque, quand on te présentait à Webedia, bon, ben c'est... C'est que... Big up Wax, hein, le alley-oop, là, il était... Wax. Mais c'est toujours un mec qu'on consulte pour plein de choses business. C'est un guitariste d'exception, un producteur, musicien d'exception. Ah, il était au All-Star Game. Ouais, c'est lui qui avait fait, qui a fait l'intro. Sur Eminem, ouais. Et c'est un businessman de haut niveau. Et il nous a beaucoup aidé et conseillé. Donc, on s'est retrouvés avec Thomas, on se retrouve chez Webedia dans des conditions parfaitement négociées. Voilà, on a été bons. Okay. C'est vous qui les avez négociés? On a discuté, ouais. Bah, Thomas était jeune encore. Tu vois, là, aujourd'hui, Thomas, il a 35 piges, c'est un père de famille qui golfe, tu vois. Mais à l'époque, il était jeune, donc c'est moi qui allais un peu au charbon. Mais on a toujours parlé, il parle toujours pour nous et je parle toujours pour nous. T'avais quelque chose à rajouter là-dessus? Non, pas spécialement par rapport à ça. Moi, du coup, vu qu'on est dans First Team, moi, je voulais parler du coup de ce truc de lancer ta propre émission, tu vois. À ce moment-là, ça prend et vous faites un nom. Ce que je me dis, c'est que, tu sais, quand tu es dans ce truc-là et que tu lances ton propre truc et que tu es journaliste, tu connais des gens, toi qui as pu jouer avec des joueurs qui sont devenus pros, etc. Est-ce que tu as déjà eu ce truc où tu te dis, OK, lui, je le connais, il faut que je parle d'une certaine manière de lui, ou lui, je le connais pas, et je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si, je vois tout à fait ce que tu veux dire. C'est être un peu orienté par des liens de proximité qu'on peut avoir avec dans des le journalisme, joueurs. Est-ce que ça se fait en général? Est-ce que toi, tu as pu... Moi, j'ai pas l'impression. Après, il ne faut pas se mentir non plus. Je pense que naturellement, quand tu connais quelqu'un très proche, bah, tu vas employer d'autres mots peut-être pour vouloir dire la même chose. Moi, les branlés que j'ai mis à Westbrook, par exemple, moi, je suis ami avec Andrew Albisi. Bah, si, alors... Andrew Albisi, si un jour il fait un match kata ou d'une fin de match kata comme a pu faire des fois Russell Westbrook, je ne compare pas les deux joueurs, les gars. Quand même, tu vois. Mais je pourrais certainement jamais dire. Tu vois, c'est après, quand des mecs passent au travers aussi. Mais nous, les joueurs nous disent aussi ce qu'ils aiment avec nous, c'est qu'on est honnête. Tu vois, c'est un mec, Mathieu Strazel, moi que j'ai beaucoup commenté, qui fait une saison exceptionnelle, mais qui a eu des comportements pas normaux, où il s'est perdu, où ça lui a coûté cher. Ça a failli coûter un titre à Monaco avec Steph. Qui est à la création de First Team avec Stephen Brun. Les fins de match, on lui disait gros, tu déconnes. Tu pars en couille. À la Leaders Cup, on lui dit tu déconnes. T'en fais trop, t'as pas besoin de ça. Et là, il vient en interview chez nous bientôt et on va aller là-dessus aussi. Mais après, nous, on a cette chance d'avoir quand même une proximité avec les joueurs où on parle, ils nous connaissent, quoi, où ils nous regardent depuis qu'ils sont gamins. Donc, il y a une espèce de proximité. C'est clair. Il y a ce truc aussi où, pendant l'épisode des JO, t'as eu cette séquence qui a beaucoup tourné. Un crash out. Waouh. Et avec Vincent Collet,
où tu as pu dire en fait ce que tu pensais par rapport au jeu des Bleus, etc. Et c'est quelque chose qui a beaucoup tourné. Moi, j'ai une question. Est-ce que tu reçois genre un mail, un courrier? Comment ça se passe? Est-ce qu'ils envoient les blagues SUV Non, alors la Fédé, Est-ce qu'il y a des gens qui t'attendent? la Fédé, c'est toujours un sujet sensible et l'événement avec Vincent Collet dont tu parles, c'est un parmi tant d'autres. Moi, la Fédé, je leur ai déjà dit, on fera jamais rien contre eux. Ok. Voilà, après, on dit les choses avec nos formes. Ça peut surprendre. Ouais. Ça peut les surprendre surtout parce que ça reste une fédération, donc c'est des choses institutionnelles. Mais ils savent aussi ce qu'on fait pour le basket français, ce qu'on fait pour les équipes de France. C'est clair. On est sur place, sur toutes les compètes. On fait des émissions sur le basket, sur les équipes de France féminines. Voilà, ce que personne d'autre fait. Donc, voilà. Justement, je voulais revenir aussi là-dessus pendant l'émission. Mais oui, moi, la question que je posais par rapport à ce sujet-là, c'est est-ce que certaines personnes, joueurs, coachs ou peu importe, ont pu avoir des retours sur toi négatifs parce que tu as parlé d'eux négativement? Est-ce que c'est déjà arrivé? Tout à fait. Okay. Après, et dans des contextes, c'est normal. Et dans des contextes dont je peux pas vraiment parler parce que c'est très, très, très trop personnel. Mais oui, y a des messages qui passent. Et sur des choses que j'ose espérer que j'ai jamais... C'est jamais personnel, en tout cas. C'est jamais personnel, c'est jamais gratuit. Et j'aime à dire, et on l'a déjà dit avec Thomas sur le micro de l'émission de Nicolas, c'est qu'entre ce qu'on sait et ce qu'on dit, il y a un monde. Donc c'est pour ça qu'on ne mettra jamais quelqu'un personnellement en porte-à-faux. On parlera du jeu, on n'est pas d'accord, c'est eux les coachs, nous on est des gentils observateurs tranquillement dans nos canapés ou dans les tribunes, et je l'entendrai toujours. Mais on ne fera jamais rien de personnel, on ne mettra jamais quelqu'un en tort. Moi, je suis un peu d'accord avec ce que tu dis, parce que si je peux faire le parallèle, alors c'est vrai que ce n'est pas le même pays et ce n'est pas la même ligue, mais peu importe, mais tu sais, un peu un journaliste, un consultant qui aime bien dire ce qu'il pense et qui est un peu, tu vois, qui fait un peu beaucoup, c'est Stephen A. Smith, tu vois. Et lui, tu vois, lui, il n'hésite pas parfois à rentrer dans le perso, tu sais, l'histoire avec LeBron, avec quand il avait parlé de Bronitz, etc. Et c'est vrai que quand je regarde ou j'écoute First Team, tu vois, on va jamais jusqu'à là. Ça reste toujours dans le basket, tu vois. Ou en fait, c'est toujours des choses qui sont passées sur le terrain. Ça va jamais être en dehors du terrain. Après, entre ce que nous, on pense, OK, et ce que les joueurs, coachs ou gens de la Fédé ou autres peuvent penser trop, la limite, elle est fine par moment. Okay. Tu sais, ça reste de l'humain. Tu sais, Rudy, bien sûr, ça reste de l'humain, ça reste du ressenti. À des moments, souvent, quand on tape sur quelqu'un, moi, Vincent, quand je lui tape dessus aux Jeux Olympiques, alors c'est... Moi, je suis au match à Lille, j'ai un feeling dès l'hymne national, je vois le match, on se fait démonter, j'ai 2-3 infos de ce qui se passe en interne, je fais, mais en fait, c'est pas normal. Donc, et on sort de la Coupe du Monde 2023 où on se fait marcher dessus. Bon, voilà, après, donc je dis ça, je le sors, peut-être... Moi, Stephen Bray m'a engueulé, m'a dit que j'étais allé trop loin. Certains ont dit que c'était un peu limite, je peux l'entendre. Après, moi, arrête-moi si je me trompe, j'ai l'impression que c'est une réaction de fan, en fait. Ouais. Mais dans ce cas-là, c'est problématique, tu vois. Parce que, mine de rien, moi, je suis journaliste. Si toi, tu vois, c'est intéressant ton avis, c'est que si c'est une réaction de fan, elle ne peut pas être sur un média en tant qu'un incarnant journaliste. Donc, ça veut dire que quelque part, peut-être, je l'ai un peu loin. Dans les propos, peut-être. Mais quand je dis réaction de fan, c'est que tu donnes ton avis un peu sans filtre. C'est ça aussi qui fait le charme de c'est un peu comme ce que Georges Didier avait pu faire avec Tony Parker, tu vois, à l'époque en 2007 ou 2008 pour la qualification pour les JO. Parce que toi, c'était à l'Euro. Oh, okay. Oui, c'était une qualif pour les JO, t'as raison, je crois que c'était un Euro. Toi, ce que tu dis à l'antenne, moi sur mon canapé, je pense la même chose. Ah ok, alors c'est différent. C'est dans ce sens-là que je te dis c'est une réaction de fan, dans le sens où t'as beaucoup de gens qui étaient aussi d'accord avec ce que tu disais. En fait, pour moi, j'ai une réaction que j'explique. J'explique avec mes mots, et après, je forcille, je grossis le trait. Voilà. Et lui, ce qu'il me reproche un peu, il me dit que... D'ailleurs, il me dit, dans l'explication que j'ai pu avoir avec lui le soir de la finale après, il me dit que c'est devenu personnel. Mais je lui ai expliqué que pas du tout. Et puis voilà, puis on en a discuté, et puis après, on a une discussion qui nous appartient. J'ai son prisme, et il a le mien, et puis voilà. Ah, donc vous avez pu en parler après? Après, ouais, j'étais à la soirée avec Steph après la finale où j'ai croisé Vincent. Du coup, on a discuté. Je l'ai recroisé depuis. On se dit bonjour et puis voilà. Ouais, rapport cordial. Mais ça, c'est une bonne chose, tu vois. Déjà que encore une fois, il y a rien qui fait. Il y a rien qui doit faire en sorte que ce mec-là me dise pas bonjour ou moi je ne dise pas bonjour. Il n'y a jamais rien eu de personnel. Jamais eu de personnel. J'ai jamais parlé de sa vie. Je la connais pas d'ailleurs, donc pas de souci. Je voulais revenir moi un peu sur First Team.
sur encore ton métier de journaliste. J'avais pu écouter un des épisodes du podcast avec Nicolas Lang, où vous parliez un peu des exclus que vous pouvez avoir. Et ça, moi, c'est quelque chose qui en tant que fan de basket, tu vois, c'est quelque chose que j'aime bien, que je kiffe. Parce que tu sais, c'est avoir des infos, mais avoir des infos avant tout le monde. Genre, tu avais dit qu'une des exclus que tu avais eues, c'était la signature de Tipeee aux Hornets. Alors, c'était le départ de Tipeee des Spurs, que Tipeee allait partir. Voilà. Ces infos, ces exclus, comment est-ce que vous les avez, vous? Je peux pas te dire. Mais c'est. En fait, la question. Mais vous voyez bien les gens qui passent chez nous, le rapport qu'on a avec les joueurs, qui pour beaucoup sont devenus des amis. Et encore une fois, là, c'est pareil que tout à l'heure avec la Fédé, entre ce qu'on sait et ce qu'on dit. Nous, First Team ne s'est jamais construit sur des exclus, sur d'inside. Tu sais, un jour, j'ai un pote à moi qui m'a donné une info. C'était Vincent Poirier qui signait aux Sixers. Bon, il va se faire juste couper après. Et je l'ai dit, vas-y, je la prends. On l'a foutu sur Twitter. Il m'a dit, tu l'as dit, nanana. Et les mecs avaient dit, mais c'est quoi ta source et tout? Parce qu'en fait, on n'est pas. Chaque fois qu'on sort des infos comme ça, les gens ne nous croient pas. Et à l'époque, d'ailleurs, Tony Parker, on s'était fait tomber dessus. Mais est-ce que parfois, par moment, on vous donne des petits tips pour que vous les sortiez, pour que vous soyez les premiers à être dessus? Non, jamais. Non, j'ai jamais vraiment eu ça. Okay. Parce que c'est pas. Je trouve pas ça sain. À la limite, viens en interview, viens nous dire quelque chose. Mais tiens, je te donne ça pour que finalement tu fasses passer ce message-là. Là, on est dans un petit souci quand même. Ça veut dire que tu n'es plus dans un rôle objectif. T'es plus dans. Alors, même si moi, je reste dans nos avis, c'est nos avis, donc c'est les nôtres, parce qu'ils sont objectifs. On peut en débattre 2 heures. Mais un joueur qui te dit, je te dis ça pour que tu dis. Par exemple, je te dis ça pour que tu t'en prennes au coach. Non, ça, par contre, non, on ne jouera jamais à ce jeu-là. Et jamais les joueurs sont venus nous dire ça. Quelle est alors, qui n'est pas sorti ou qui est déjà sorti, ça c'est toi qui choisis, mais une des plus grosses exclus selon toi que tu as eu avant le moment avant tout le monde? Bien, on n'en a pas eu tant que ça. Alors, moi je pense que ce que j'ai su avant beaucoup, ce qu'on a su avant beaucoup, c'est le clash aux Jeux Olympiques entre Evan Fournier et Jean-Pierre de Vincenzi. Okay. Et Jean-Pierre de Vincenzi, pas de Vincenzi, JP Ciotta, Jean-Pierre Ciotta. Oui. Quand il y a ce speech. Oui, là, ça, je l'ai su, on l'a su, et on l'a pas sorti. On l'a pas sorti. Et ça, c'est pareil. Je le sais, on me l'explique en détail. Et là, avec Thomas, on se regarde, on fait, mais on a compris. Mais si on le sort là, maintenant, tu mets un feu de l'espace. On n'est pas là pour ça. Par contre, quand le changement de 5 majeurs, on arrête avec Victor et Rudy, parce que Rudy a mal au doigt, et qu'on met Gershon, bon, ça, on le sort à 2 heures du match. Voilà. C'est une info basket. Mais le clash lunaire entre Vincent et entre Evan et Jean-Pierre Ciotta, mais on l'a pas dit le jour même, l'après, on l'a même pas dit à la fin de la compétition. Et d'ailleurs, quand il est sorti, c'est pas chez nous qu'il est sorti. Vous savez faire quand même la part des choses en tout cas. Parce que là, pour moi, là, pour moi, tu jettes, là, tu fous la merde. Ouais, c'est ça en fait. Parce que là, en fait, là, tu fais un truc pour moi de branleur. Tu fous la merde aux Jeux Olympiques à Paris. Moi, je veux pas être ce gars-là. Moi, je vais analyser un match. Et me dire, OK, vous avez pas été bon, je comprends pas ci, je comprends pas ça, avec ma vision de basketteur raté, il n'y a pas de problème. Et tu peux me le dire et je l'encaisse. T'inquiète pas, je t'ai pas attendu pour savoir que j'étais un basketteur raté. Par contre, là, quand tu fais un truc comme ça peut mettre un bordel incroyable. Je suis pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. On est des journalistes sportifs, on parle de sport. Mais c'est pour ça que je te dis qu'il y a plein de trucs qu'on sait et qu'on ne dira pas. Ça, c'est plutôt une bonne chose dans le sens où aujourd'hui, c'est un peu la course au scoop. Ouais, la course au buzz, la course au like. Mais nous, on ne s'est pas construit comme ça. Et vous le savez, vous nous suivez finalement depuis longtemps. Donc, on s'est construit sur des analyses, sur de l'humour, sur de la connivence en plateau. Voilà. Mais on ne s'est pas construit. On est avec des gossips cata. Et en plus, aux Jeux Olympiques à Paris. Et derrière, en plus, après, tu te coupes de tout le monde. Hein, c'est la réalité aussi. Hein. First Team, c'est eux qui ont envoyé la bombe là, aux Jeux Olympiques, alors qu'il s'est mis la merde dans l'équipe. Ouais. Et finalement, derrière, ils gagnent Canada, ils font finale, et c'est génial, et on fait tous la fête. Le choix, il est vidu. Hein. Aucun intérêt. Pour changer un peu de sujet, First Team, récemment, très récemment, vous avez fait quelque chose que je trouve qui est quand même incroyable. Vous avez annoncé que vous allez diffuser la WNBA gratuitement sur YouTube. Alors déjà, chapeau bas. Merci. Parce que moi, je suis la WNBA. Alors, je pense pas que je regardais chez First Team parce que j'ai le League Pass. Le League Pass. Du coup, ouais. Mais elle vous vient d'où cette volonté de diffuser la WNBA, mais en parallèle de promouvoir le basket féminin?
Bah, moi, j'ai toujours voulu un petit peu essayer de promouvoir le basket féminin. Je trouve que c'est un basket qui est beaucoup plus académique, qui est beaucoup plus parfois facile à analyser, même si les filles progressent de plus en plus. Je trouve que c'est un basket structuré, qui est intéressant. C'est vrai. Et puis, on a la chance quand même en France d'avoir des résultats depuis des années, que ce soit en club, que ce soit avec les équipes de France. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de filles iconiques en équipe de France depuis une vingtaine d'années, depuis qu'on les suit. Donc c'est vrai que les équipes de France sont la première porte facile à ouvrir pour parler des filles. Et puis on a une super génération, tu vois, l'aventure vice-championne olympique. Donc voilà, c'est trop, tu sais, les U17, les filles, les gars, c'est trop kiffant. Dès que quelqu'un a un maillot de l'équipe de France, t'es à fond, quoi. Ça change complètement ton jus, quoi. Donc, et puis là, la WNBA, c'est plus une opportunité qu'une volonté. C'est la NBA qui nous a appelés pour promouvoir justement un petit peu la WNBA. Donc voilà. Donc c'était un peu tu réponds un peu à la question que j'allais poser. On a dealé 7 matchs là pour cet été. Ouais. Ils vous ont donné les droits. Enfin, c'est pas vous qui êtes allés les chercher. Non, mais nous aujourd'hui, First Team dans le modèle économique, on peut pas se payer des droits par nous en fonds propres. Mais la NBA parce que Bein a des matchs. Comment ça s'appelle Amazon a des matchs. Et en fait, il restait des matchs encore, avec des matchs sur des Françaises. Oui. Donc écoute, on a fait le premier match, c'était Phoenix-Toronto, il y avait Timapouille, il y avait Valériane, c'était cool, super Naomi match. Brochant, Naomi Brochant, qui s'est fait une cheville d'ailleurs, je ne sais pas où elle en est, mais super match en plus, tu vois, franchement, salle pleine, DA de fou, des maillots, les logos. De fou, ouais. Mais franchement, c'est kiffant la WNBA. Alors je sais que je me fais un peu railler par moments et tout, mais moi le basket féminin, je kiffe. De fou. Je regarde les Final Four, je regarde les trucs, mec, c'est lourd. Ah, on est grave ensemble. C'est laquelle ton équipe préférée en W? C'est Phoenix Mercury. Ah ouais? Pourquoi? Parce que... parce qu'il est... Ok. Un poil suspect. Non, c'est... Diana Taurasi. Papa. Ah, ok. Of course. Ok, là, ça fait sens. J'ai écrit, elle a envoyé un Liz Cambage. Elle a joué là-bas aussi. Ouais. Elle a joué là-bas aussi. Elles sont 3 fois championnes de NBA, ouais. Après, je pense. Non, mais j'aime bien les New York Liberty, toujours. Parce que j'étais allé... elle jouait au Madison Square Garden à l'époque. À l'époque, ouais. Et j'étais allé visiter le Garden à l'époque où elle jouait là-bas. Et puis, j'avais acheté pour ma copine de l'époque, j'étais au lycée, le maillot de Teresa Witherspoon. Ok. Donc, en fait, j'ai toujours eu un petit kiff pour les New York Liberty. Ok. Justement, c'est une bonne chose que tu dises ça parce que tu fais la bonne transition. Tu le sais peut-être pas, mais là, on est entre 3... Entre Jambiens, on peut le dire. De quoi? Entre Jambiens. Oui. T'as dit Jambiens? Entre Jambiens. Oui, 3 Jambiens déjà, oui. Et surtout 3 supporters d'Enix. Ah ouais, toi aussi? Oui. Bon, là, le maillot parle de lui-même, mais génial. Et il a le tien, en plus, c'est un vintage. Le prendre, s'il te plaît. Ah oui. Moi, je l'ai ramené. Le D-Rose. Le D-Rose. D-Rose, ah ouais, 25, celui-là, ouais. Ah oui, ça c'est du maillot, ça. Ça, c'est du maillot. On sent qu'il a été. C'est son premier passage, ça, à New York. Premier passage à New York, c'est ça. C'est ça, en 2016, 2017. Comment ça fait que vous êtes fans de New York tous les deux? Bah, c'est marrant, c'est la question que j'allais te poser. Mais pour répondre du coup à ta question, en fait, moi, comme je te dis, j'ai commencé à regarder la NBA un peu en 2009. Tu vois, 2010, j'étais fan de LeBron de base. Il est parti à Miami et j'ai beaucoup. T'as pas aimé? Ouais, j'ai pas aimé comme beaucoup de personnes, tu vois. Pas jusqu'à en brûler son maillot parce que déjà, j'avais pas son maillot de lui, mais bon. Puis on brûle pas les maillots des mecs. Oui. Mais du coup, D-Rose est arrivé dans la ligue, j'ai trop aimé. Okay. Du coup, j'étais fan de D-Rose et il allait à New York. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'aime beaucoup la culture new-yorkaise en général, que ce soit voir les matchs au Garden, puis que ce soit la musique, le rap new-yorkais, les films, Paid in Full, New Jack City, enfin bref. Et du coup, fan des Knicks en fait. D-Rose, Knicks, et depuis fan des Knicks. Je crois que tu as répondu à ma place. Hein. C'est la même chose. Moi, c'est un peu ça. Quand j'étais à Marseille, alors je découvre la NBA, il y a Jordan évidemment qu'on kiffe tous, mais les duels avec les Knicks, tu vois, comme le Airtime, la cassette de Jordan Airtime, la série face aux Knicks, c'est avec la musique et tout, mais je me dis, mais cette équipe, tu sais, quand ils déboulent à New York, tu vois les drapeaux blancs et tout, les mouchoirs blancs, je suis ouais, c'est lourd. Puis le Garden, je découvre ce que c'est. Et donc, ouais, les Knicks, moi, j'ai kiffé. Puis après, il y avait, quand ils font finale en 99, moi, j'étais fan de Sprewell, qui était mon premier gars, la 13 Sprewell, Alan Houston, le duo incroyable. Ouais. Les finales où ils se font démonter face aux Spurs, que j'ai commencé à détester à ce moment-là. Donc, tu vois, non, New York. Et puis, tu avais raison, moi, à Marseille,
J'ai toujours aimé le rap marseillais, mais je trouvais qu'il y avait New York, pareil, ils ont une vraie culture rap. C'est ça. Les histoires de mafia, Marseille, Tifa, tu vois, j'ai lisé beaucoup de bouquins sur la mafia. Ah, c'est vrai qu'il y a une petite similitude. Tu vois, moi, je trouvais que souvent les gens disaient New York, c'est Paris. En fait, pour moi, New York, c'était toujours été Marseille. Ok. Tu vois. Mais avec mon prisme d'un mec de 13-14 ans, tu vois. Oui, c'est clair. Mais je trouvais que New York et Marseille avaient des vraies similitudes. D'ailleurs, ils ont fait passer des bateaux, beaucoup dans les années 70. Ok. Tu l'as ou pas la ref? La Non. French Connection, ça te parle pas? Non. Très bien, renseigne-toi, tu verras ce que c'est. Bumpy Johnson. Ok. Bumpy Johnson, ok. La French Connection partait de Marseille à New York, tu vois. Ok. Donc pendant 20 ou 30 ans. Donc, tu vois, ça me fascinait, New York. Ah, ouais. Ok. Incroyable. Ouais, de fou. Mais tu sais, c'est un peu, durant ces finales, t'avais les gens qui étaient, presque toute la France était pour les Spurs, et t'avais les gens qui étaient pour les Knicks, qui se faisaient insulter, qui étaient fans des Knicks, tu vois. Toi, comment est-ce que tu l'as un peu vécu cette finale, cette victoire des Knicks? C'était marrant, je croise à l'Adidas Arena, je croise Jérémy Mediana, qui est l'agent, donc avec Bouna Ndiaye de Victor. Il m'attrape, il me dit, si t'es pour les Knicks, pendant tes émissions, on te met plus de joueurs en interview comme sport. Jérémy, arrête, en fait. Il rigolait, évidemment. Mais ouais, mais c'est vrai que tous les Français étaient pour Victor. Et c'est bien de soutenir nos athlètes français. Après, moi, il y a plein de gens qui étaient presque surpris, choqués, certains. Bon, après, dans les commentaires, c'est quand même la boîte de Pandore. Mais qui étaient choqués que je ne sois pas pour Victor. Moi, j'adore Victor, honnêtement. Mais moi, je suis fan des Knicks depuis 25 ans. Tu vois, on ne change pas comme ça d'équipe. Donc, la finale était magnifique. Le titre était exceptionnel. Et comme je dis, moi, je reste persuadé que Victor, dès l'année prochaine, il y retournera et des champions, il sera NBA, c'est sûr. Moi, je te comprends à 100%. Et puis, l'équipe que c'est. Ces Knicks-là de cette année, moi, j'aime trop. Pareil. De ces playoffs. Ouais. De ces playoffs. Parce qu'en saison régulière, ils m'ont un peu. Ils n'ont pas été. Enfin, le groupe en lui-même, je l'aime beaucoup. Tu vois, je suis parti les voir 4 fois. Cette année? Entre l'année dernière et cette année, sur les 2 dernières saisons. Moi, je suis tombé dedans à cause de Carmelo Anthony, que j'ai découvert au JO en 2012 contre le Nigeria, où je me suis dit, mais. Bon joueur, hein. Quel joueur formidable. À droit, petite main. Sympa. Il est ouvert, il peut marquer. Donc, je commence à m'intéresser aux Knicks et je tombe sur le groupe avec Jeremy Lin, Raymond Felton, Amar'e Stoudemire, une équipe pour qui je me prends de la tâche, quoi. C'était une équipe de merde pourtant. Et pourtant, c'était une équipe de merde. Hein. Pablo Prigioni, oui, c'est des vilaines équipes, ça. Quincy Acy et tout. Oui, non. Moi, je trouve que. Ils ont fait des playoffs. Clé Anthony Hurley, tu t'en souviens de lui? Oui, je m'en souviens, avec les dents du bonheur et tout. Fini à Antibes. Ouais. Parce qu'il s'est blessé à un moment. Il s'est fait tirer dessus, je crois. Ah bon? Je crois que c'est ça l'histoire. Ouais, ça me parle ce que tu dis. Oui, il s'était fait tirer dessus. Mais je me prends pour les Knicks comme ça et depuis, j'ai pas lâché, tu vois. Et ce titre, il est fantastique. Ouais, c'est clair. Mais pour revenir sur le truc de 2012, c'est vrai que c'est cette période de l'Insanity, de ça, moi, je kiffais de fou. Ah, l'Insanity, c'était lourd. Je kiffais de fou. Quelle histoire incroyable. Le mec dormait. Quand t'es en NBA, les gars sont multimillionnaires. Le gars, il dort sur le canapé de Landry Fields. C'est fou, quoi. Mais tu vois, ça peut arriver qu'à New York. J'aurais pas vu cette histoire dans une autre franchise. À Utah. Non, tu vois, ça marche pas, tu vois. Ça marche pas. Le mec qui sort de Ivy League, etc. Non, ça marche pas. Qui fait des face-à-face avec Kobe. Ce que j'adore aussi chez les Knicks, c'est que c'est une des seules franchises, peut-être avec les Spurs aussi, mais qui respecte vraiment ses alumni. À chaque fois, 100%. Tu vas voir les J.R. Smith, Carmelo Anthony. J'aimais beaucoup aussi Iman Shumpert en tant que joueur. Les Patty Wing, tout ça en front row. Au Garden, il y a une vraie. Il y a juste une petite faute de goût, c'est Charles Oakley qui a été viré par James Dolan. Et ça, c'est quand même une vraie faute de goût. Mais pour le reste, oui, ils le font plutôt bien. Pour revenir un peu sur ce qu'on disait, tu avais parlé un peu de rap, que tu écoutais du rap, etc. C'est aussi un truc que j'aime bien chez toi en tant que consultant chez First Team, c'est que toi, Erwan, en tant qu'être humain, en fait, tout ce qui est tes goûts personnels, c'est vraiment toi, tu vois. Et tous ces codes de culture, tu vois, bah, vous les retransmettez pendant l'émission. Par exemple, si je vais voir un truc chez Bin, alors je tire sur personne, mais tu vois, je vais avoir Non. Arrête. Non, c'est même pas pour tirer, mais par exemple, tu sais, à l'époque, en 2013, 2012, je regardais Bin, ou quand c'était sur Canal+ à l'époque, tu vois, les Georges Eddy, Jacques Monclar, tu vois, bah, ça va pas être des gens qui vont écouter la même musique que moi, qui vont aimer les mêmes choses que moi, tu vois. Là, je vais regarder First Team. Bah, tu sais, par exemple, j'ai écouté un épisode, je sais plus quand, et l'intro, tu vois, c'est du rap, tu vois. Et ça, c'est quelque chose qui me fait kiffer. Toi, comment est-ce que tu es tombé dans ce truc du rap? Comment est-ce que tu as commencé à écouter le rap, tu vois? Marseille. Ouais, Marseille, mais j'ai commencé à écouter du rap américain. Alors, bon, il y a eu évidemment Je danse le Mia quand j'étais en CM2, qui avait fait
Bon, c'est leur son le plus commercial au monde et ils vont faire beaucoup mieux après, même si ça reste un classique de chez classique. En fait, c'est un pote à moi un jour qui écoute les Walkman. Enfin, je parle vraiment comme un rien, ça. Et il me fait écouter et c'était le double album de Tupac, là. Ouais, Ok. Avec California Love. Je me dis, mais attends, qu'est-ce que c'est Attends, bouge pas, je te fais une cassette. Il me fait une cassette, tu sais, quand t'enregistrais à l'époque, là, comme ça. Mon gars, changement de game direct. Waouh! Mais qu'est-ce que c'est que ce truc exceptionnel? Et du coup, mais bon, du coup, pour lui, c'est plutôt côté Californie. Et après, je m'intéresse à plein de choses. Je vais à New York voir mon pote Kenny Grant avec qui je jouais. Et là, je découvre Big Pun, je découvre Jay-Z, je découvre Jadakiss, des trucs comme ça. Tu vois, waouh, c'était fou. Enfin, voilà. Et puis, un peu en même temps, à Marseille, le rap Marseille explose avec IAM, Funky Family, Troisième Œil même à l'époque. Donc, et puis même le rap français, génial. KDD Toulouse, NTM évidemment. Donc, et j'écoute beaucoup ça, quoi. Je trouve ça cool ce qu'ils écrivent, ce qu'ils racontent, encore une fois, les histoires, tu vois. Je trouve que c'est des sons... moi, j'ai grandi avec les Beatles, mon père, Paul McCartney à fond, beaucoup de variétés françaises. Et j'adore ça encore. Hein. Je suis très éclectique. Mais j'ai ma période là, pendant 2-3 ans, où j'écoute quasiment que du rap, quoi. Ouais. Là, t'écoutes quoi, là, en ce moment-là? Tout. Là, vraiment, pour le coup, ma playlist, là, si j'ai mon téléphone, c'est un délire. Il y a du Claude François. Un peu, là. Je te jure, tu vas voir, je vais te dire, il y a du... Regarde, titre liké, donc c'est ma playlist. Donc, tu vois, il y a Travis Scott pour commencer. Il y a Mobb Deep. Ok. Mobb Deep, ok. Drew Hill, Tupac, Method Man, Oxmo, Nina Simone, Backstreet Boys. Bien sûr, mon gars. Là, je serre la main. Attends, je vais descendre un peu, tu vois. Théodora. Ok. Il y a Carlos Puebla qui reprend Hasta Siempre. Voilà, tu vois. Il y a The Alan Person Project. Il y a du Jennifer Hudson. Voilà, il y a Claude François, je te dis, Frank Sinatra, Billy Paul, Neil Young. Voilà, tu vois. Al Green, Block Party. Voilà, il y a plein de choses. Ah, éclectique, il a Ah ouais, mais ça, vraiment, là, maintenant, moi, j'écoute que ce que j'écoutais quand j'étais petit. Évidemment, du Kanye, Rihanna, tout ça. Voilà, on y est, quoi. Le Mobb Deep m'a fait kiffer, là. Ouais, pareil. On y est à fond. Ça, c'est vraiment une bonne chose parce que, tu sais, j'ai toujours entendu, moi, tu sais... Alors, encore une fois, c'est vraiment pour manquer de respect à personne. Quand ça commence comme ça, c'est jamais bien. Mais on m'a toujours dit, ouais, le rap, c'est une musique de jeunes, tu vois. Et quand je vois des gens qui ne sont pas aussi jeunes que moi, qui écoutent du rap, tu vois, bah, pendant une période... Il vient de dire que t'es vieux. Hein. Non, bah, tu vois, c'était vraiment pas ce que je voulais dire. Mais tu vois, c'est vraiment ce truc où je me dis... Il y a ce truc où je pensais qu'il y avait que des gens comme moi. Non. Du moins à peu près de mon âge. Non, mais alors, le rap d'aujourd'hui, je pense que si tu écoutes Zola ou des trucs comme ça, c'est du rap jeune. J'écoute pas du tout, tu vois. Mais si tu écoutes Oxmo ou Puccino, c'est pas du rap jeune. Si tu écoutes Akhenaton, c'est pas du rap jeune, mais c'est pas grave en fait. Tu vois, au contraire, moi je trouve que le rap c'est complètement installé dans la culture et qu'aujourd'hui, comme le rock a pu avoir du rock d'ancien et aujourd'hui il y a du rock moderne et qui a su traverser les générations, c'est ça le rap en fait. C'est qu'aujourd'hui le rap c'est plus une musique de banlieue, c'est plus une musique que de mecs énervés, c'est plus une musique de mecs qui veulent revendre. Non, ça a traversé les étapes et c'est installé au même titre que le rock, au même titre que d'autres choses. Le rap, ça fait partie de la culture musicale, point. Tu vois. C'est maintenant la musique la plus streamée, tu vois. Ouais. Enfin, ils disent musique urbaine. Ouais, c'est ça qu'ils disent, musique urbaine. Je suis pas très fan. Musique, voilà, ça reste de la musique, point. Exactement. Mais c'est le genre le plus écouté, tu vois. On arrive à la fin de l'épisode. J'ai une dernière question pour toi. Pourquoi être venu aujourd'hui, pourquoi avoir accepté d'être venu aujourd'hui dans le podcast pour la culture? C'est une bonne question. Je le fais de moins en moins. Ah ouais? Je vais le faire de moins en moins, je pense, ouais. Ok, c'est une chance pour nous. Parce que je raconte beaucoup de choses et là, tu vois, il y a des redites malgré tout dans ce que j'ai dit. Parce que je trouve qu'on me l'avait conseillé aussi de me faire des fois peut-être un peu plus discret parce que c'est que quand t'es rare, je pense que j'en suis pas à ce niveau-là, à être genre rare. Oh, il est où, tu vois, les gens s'en foutent. Hein. Mais parce que ça prend du temps, que mes semaines sont chargées, mais j'étais tombé dans mon feed, on m'avait proposé 2-3 extraits de ce que vous aviez fait. Je trouvais ça cool, je trouvais l'énergie cool. Et des fois, je me dis toujours que j'ai été comme vous. Je me suis lancé et que je sais ce que c'est quand tu arrives à choper un mec que tu as envie d'avoir, le kiff que c'est. Ouais. Et donc voilà, vous avez fait la démarche 1 fois, 2 fois sur Instagram. Et je me suis dit, vas-y, parce qu'ils ont l'air cool, ça va bien se passer. Et puis ça fait aussi partie du truc de savoir donner de la force. Voilà. Tu te souviens des extraits que c'était ou pas du tout? Je sais plus, j'ai vu l'émission avec Elena là. Yes. J'ai vu des trucs avec Georgie. Ouais. Qu'est-ce que j'avais vu d'autre?
Vous avez eu qui? Edwin, vous avez eu? C'est ça, ouais. Edwin, on l'a eu il n'y a pas longtemps, nous aussi. Voilà, j'ai vu passer pas mal de choses. J'ai vu sa story où il était dans vos locaux. Donc, en fait, on ne peut pas répondre à tout. On a des demandes de stage toutes les semaines, des demandes de rentrer dans l'équipe et tout, parce que ce qui nous prouve chaque jour et chaque semaine qu'on est des vrais chanceux de faire ce qu'on fait, de vivre de ce qu'on a créé. Après, on ne peut pas répondre oui à tout le monde. On ne peut pas être tout le temps répondre à toutes les interviews, parce que, mine de rien, aussi, ça se recoupe souvent, les questions. Mais j'ai eu envie de le faire et je l'ai fait, c'est tout. Eh ben, nous, on a eu envie de t'avoir et on a eu la chance de t'avoir. Merci à toi d'être passé. Merci à vous pour l'invitation, c'est très cool. Et puis bonne continuation. Merci. Charles, tu avais quelque chose à dire? Non, moi j'aurais peut-être une dernière question. Ok, der. Sans faire trop long. C'est ta relation avec Thomas. Oh. Parce qu'en vrai, est-ce que dans cette aventure-là où tu as dit que vous avez failli arrêter à un moment et tout, lui il est beaucoup plus jeune que toi, est-ce que par un moment tu t'es senti responsable pour lui? Est-ce que tu t'es pas dit, le petit là je l'embarque dans un truc, est-ce que je vais pas trop loin? Thomas a toujours été d'une maturité supérieure. Okay. Par rapport à son âge, au début, il ne croyait pas spécialement au projet. Il ne pensait pas qu'on pouvait en vivre et gagner nos vies avec ça. Au début, à Webedia, un petit peu, mais plus dans les prises de parole. Mais sinon, oui, au début, à Webedia. Mais ça a duré 1 an, à peine, une saison, quoi. Ouais. Voilà, après, Thomas, en fait, même s'il avait 22 ans quand on s'est lancé, ça n'a jamais été un bébé, tu vois. C'est mon petit au basket, parce que tu connais comment ça se passe dans les équipes. Mais dès que tu parles de business, de construction de choses, c'est un mec ultra, ultra structuré. Et c'est même du duo le plus pragmatique. Okay. Donc, non, j'ai jamais eu la sensation de me sentir responsable de Thomas. Lui, peut-être qu'il te dirait le contraire sur certaines phases. Mais je vous laisserai lui poser la question. Vous bossez ensemble, vous êtes beaucoup ensemble, vous avez beaucoup été ensemble. Sur émission, hors émission, il n'y a jamais eu d'embrouille sur des avis divergents ou quoi que ce soit? Sur des avis divergents, non. On s'est déjà accroché au basket quand on joue l'un contre l'autre. Mais jamais, ça ne dure jamais. Ouais, c'est des petits trucs c'est des petits trucs de rien du tout. Ouais. Vraiment, on se sait, il y a trop d'enjeux, il y a trop de... On est allé trop loin pour se fâcher pour des conneries, quoi. Et aujourd'hui, il n'y a aucune raison qu'on puisse se fâcher. Nous, on n'est pas d'accord sur tout, sur certaines orientations, mais en bon chef d'entreprise, on s'assoit, on discute, on écoute les avis extérieurs qu'on a envie d'écouter, puis on tombe toujours d'accord. Donc, on coupe la poire en deux par moment, voilà. Ok. Bah écoute, merci encore. Merci à vous les gars. Merci à toi. C'était l'épisode de Pour la Culture. N'oubliez pas de vous abonner, de liker si vous avez aimé, donner votre avis en commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et ouais. Likez, commentez, disponible partout. YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Deezer et j'en passe. Likez, commentez. Allez donner de la force à Erwan aussi parce qu'il nous en a donné beaucoup. C'est vrai. Merci à toi. Merci à vous les gars. That's a wrap.